Nous allons parler, et j'ai le plaisir de recevoir Natalia Krasikova, qui est vice-présidente du Cercle de France, et nous allons parler d'un grand événement, Natalia, que le Cercle de France organise le 7 mars. Dans un lieu absolument magique. Mais Natalia, je voudrais vous passer la parole, puisque c'est vous... Non, 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 non. Comment ça, c'est pas... Pour commencer, c'est bonsoir. Oui, Et aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler, qui va répondre à tes questions, c'est toi. bon, d'accord, ok. Alors, c'est moi qui vais répondre aux questions. Ouais. Merci, Natalia. Alors, Voilà. Et pour les Axel mains. peut intervenir, puisque Axel sera présent lors de cette soirée. Voilà. Voilà. Oui, Natalia. Alors, Oui, Natalia. J'obéis. je te propose, pas Oui. seulement à toi, à les gens qui sont avec nous, Oui, imaginez quelque chose, oui, fermez les yeux, oui, on va allumer la musique oui, et vous devez imaginer les lumières de Paris, oui, les robes longues, oui, le champagne, oui. la musique, et soudain les portes s'ouvrent et nous voyageons dans le temps. Le 7 mars 2026 aura lieu de 4 soirées de gala et bal de 12 empires, un événement élégant, historique et aussi caritatif. Et aujourd'hui, nous allons en parler ensemble. Ce bal est très spécial parce qu'il réunit 12 époques. Cette année, nous célébrons les 1200 ans de impératrice Eugénie. Pourquoi elle est encore importante aujourd'hui, Laurent? Pourquoi est-ce qu'elle est encore importante, Eugénie, l'impératrice Eugénie? Pourquoi est-ce qu'elle est encore importante? Alors, elle a eu une vie incroyable. Et même ce qui est très triste, c'est qu'à la fin de sa vie, Clémenceau, elle a essayé d'intervenir justement pour participer à la paix, pour que la paix s'établisse le plus rapidement possible lors de la Première Guerre mondiale. Et Clémenceau était très surpris en recevant une lettre de sa part. Elle avait essayé de contacter évidemment tous les belligérants. Et Clémenceau a une phrase en disant « Ah tiens, elle est encore vivante ». Et c'est vrai que la pauvre, elle qui avait une vie absolument incroyable, elle s'est retrouvée finalement à avoir une vie très démunie, très difficile, à la fin de sa vie, très discrète. On raconte même qu'elle a visité, je crois que c'était, sauf erreur de ma part, le château de Fontainebleau, et que elle l'a visité d'une façon très discrète en étant tout simplement dans le public alors qu'elle occupait le château, évidemment avec l'empereur. Voilà, et elle a fait beaucoup pour les autres, et nous allons sans doute en parler. Notamment, elle a créé la Fondation Eugène Napoléon, dont nous parlerons sans aucun doute tout à l'heure, puisque cette soirée du Cercle de France est réalisée au profit de la Fondation Eugène Napoléon. Pardon. Voilà. Tu vas écouter, tu vas avoir des questions. Deuxième question pour toi, Laurent. Nous célébrons aussi les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Comment vous avez eu l'idée de réunir ces deux anniversaires? Alors, c'est tout simple. La transition, elle se fait très facilement. L'impératrice Eugénie, elle admirait en particulier la reine Marie-Antoinette. Mais quand je dis elle l'admirait, c'était vraiment avec un A majuscule. Elle l'admirait à tel point qu'elle avait même peur. D'ailleurs, elle se disait, il y a vraiment une corrélation entre sa vie et la mienne. Elle avait d'ailleurs peur de finir comme elle. Voilà. Et puis, c'est une bonne occasion pour célébrer autre chose que l'Empire et célébrer également la royauté, puisque nos rois de France, on leur doit quand même énormément. Et il ne faut pas oublier justement que l'indépendance des États-Unis, elle n'aurait pas pu avoir lieu, ou eu lieu sans doute d'une façon différente, si le roi Louis XVI n'avait pas autorisé, aidé les Américains dans le cadre de leur indépendance. Voilà. Très joli. Et d'ailleurs, Axel, les Bourbons, absolument. Le champagne, le whisky au Kentucky, le comté, ça a démarré là-bas. Absolument. Et alors, du coup, vous devez être membre des Cincinnati, c'est ça, Axel? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, j'ai de la chance, on parlera de ça tout à l'heure. Ouais. Je vous expliquerai un petit peu. Les Bourbons, je suis cousin de tout le monde. Voilà, absolument, voilà. C'est l'avantage. Voilà, ça démarre de Hugues Capet jusqu'à Saint-Louis, jusqu'à Louis XVI. C'est quand même un héritage en France. Et moi, je vais parler de mon champagne tout à l'heure.
Il faut que vous soyez plus proche de Pardon. votre micro. Voilà. Pardon, c'est la première fois que je suis à la radio. Mais pas la dernière. Exactement, non, La- c'est la première fois. Merci Laurent. Je vous en prie. Alors, Natalia. Donc, en une seule soirée, Oui, nous voyageons de 12 siècles. oui. On peut dire que ce bal est plus qu'une fête. C'est un vrai voyage dans le temps, Laurent. Oui, c'est un voyage dans le temps de deux façons. D'abord, évidemment, à travers l'arrivée de la reine Marie-Antoinette et du roi Louis XVI, pardon, je devrais dire du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie avec l'impératrice Eugénie. D'accord. Quelle émotion vous voulez donner aux invités? Quelle émotion? L'émotion de se plonger dans le temps, l'émotion de voir de beaux costumes, l'émotion de vivre une soirée de façon différente, l'émotion de se plonger dans une époque, d'imaginer une époque, d'imaginer ses valeurs, d'imaginer son élégance, qu'on a un peu perdu malheureusement, on a perdu beaucoup en élégance et en raffinement, et tout cet art de vivre. D'abord, on le doit à nos rois de France. Cet art de vivre, il a été, j'allais dire, incommensurable et été incroyable sous l'époque déjà du roi Louis XIV. Je pense que c'est lui qui a donné tout le faste à cet art de vivre à la française, même si je dirais que l'art de vivre a commencé déjà au Moyen-Âge avec la courtoisie, voilà, qui est une chose si française. Et évidemment, elle se prolonge encore. On en a encore quelques restants aujourd'hui, je dirais des restants, malheureusement. Donc, c'est ce que nous allons faire revivre. Oui, Natalia. Ensuite, la soirée commence d'une manière très spectaculaire. Oui, Nous aurons l'arrivée du roi Louis XVI et de Oui. la reine Marie-Antoinette. Oui. Comment vous préparez ce moment? alors ça c'est Carnet de bal. Nous travaillons avec l'association Carnet de bal qui refait des bals absolument magnifiques, notamment au château de Versailles. Ils participent à de nombreux films et ils sont présents une fois par semaine, le week-end, dans la cour de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Voilà, donc ils refont régulièrement des bals absolument magnifiques et ils sont sollicités par la télévision ou le cinéma dès qu'il s'agit de refaire un bal historique. Voilà, donc l'association Carnet de bal arrivera en costume avec les nombreux danseurs et animera cette soirée tant en première partie qu'en deuxième partie avec des costumes magnifiques et rappellera les danses d'époque telles que, évidemment, on les dansait à Versailles et ailleurs. Oui, c'est mon association que j'adore beaucoup. Présidée par Arnaud de Johanny. Oui. Aussi, il y aura aussi une conférence théâtralisée. Pourquoi c'est important d'ajouter une partie culturelle au bal? Alors, pourquoi c'est important de rajouter une partie culturelle? Bien, tout simplement pour que les gens, certes, voyagent, mais apprennent. Voilà, donc l'idée, c'est enfin, le public, pardon, je dis les gens, pas très joli, que le public, les participants, plus exactement, les convives, puissent participer pleinement en apprenant quelque chose, mais de façon un peu ludique, un peu amusante. Donc, normalement, nous devions avoir David Chantran, qui malheureusement a un empêchement, qui nous accompagne déjà depuis 4 ans, mais nous aurons quand même cette conférence théâtralisée, c'est-à-dire que il y aura l'histoire, mais l'histoire se déroulera en même temps qu'elle sera narrée derrière le narrateur, justement. Voilà. Et ensuite, l'atmosphère change. Oui. Dans la deuxième partie, nous accueillons Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Quelle est la différence entre la première et la deuxième partie du bal? Alors, la première partie, donc, elle est pendant le dîner, c'est-à-dire que c'est un dîner-spectacle avec l'arrivée de Marie-Antoinette, de la reine Marie-Antoinette et du roi Louis XVI. On rappellera donc l'indépendance des États-Unis, puisque voilà, il y a une célébration de l'indépendance des États-Unis qui a eu lieu à Versailles, bien entendu, donc on l'évoquera. Et donc, nous aurons un bal 18e dans le superbe salon que nous occuperons, qui s'appelle le Salon Opéra, et la deuxième partie, qui est un monument historique, et la deuxième partie, donc à partir de 21h, là, tout le monde pourra danser, mais après, évidemment, l'arrivée, il y aura une transition, bien entendu, et là, il y aura l'arrivée de l'empereur Napoléon III. Et tu peux, s'il te plaît, nous dire... De façon fastueuse. Oui, pardon. Le bal, Second Empire, il est plus romantique ou plus impérial?
Alors moi je dirais que le plus romantique évidemment c'est l'époque de Marie-Antoinette et le plus impérial et évidemment de facto c'est évidemment l'époque Napoléon III. Voilà, bien entendu, avec ses robes, etc. Mais il y a il y a une partie romantique également. Les deux sont romantiques. Voilà, mais Pour moi, c'est c'est. romantique plutôt. Mais moi je suis très romantique et je l'assume pleinement. Donc voilà, c'est très bien. Euh, et il y a une question laquelle t'aimes bien beaucoup. Oui. Et tout le temps, nos invités demandent cette question. Si quelqu'un ne sait pas danser, les danses historiques, c'est un problème? Ou, j'allais dire pas du tout, puisque moi-même je ne sais pas danser les danses historiques et je ne sais pas danser. Axel est en train de se moquer de moi. Votre Altesse Royale, vous ne respectez rien ni personne. Excusez-moi. C'est pas facile. Non, mais la valse, je suis très mauvais. Vous savez danser la valse? Un peu. Mon père m'a appris, mais des fois je marche sur les mais pieds. moi aussi, j'avais appris. J'avais appris, mais j'ai tout perdu. Voilà. Il n'y a plus de bal en ce moment. Donc, non, mais alors justement. Les traditions de bal ont été un peu perdues. Oui. Mais alors, grâce à un carnet de bal, la première année et les autres années, il prévoit toujours des danses pour entraîner les personnes qui ne savent pas danser, comme moi. Et donc la première année, ils m'ont un peu forcé, j'avais un peu peur, et ils m'ont emmené, et finalement, j'ai dansé avec tout le monde, et finalement, il y a des danses d'époque, vraiment, qui étaient prévues pour les personnes qui ne savaient pas danser. Et en plus, on rigole. Oui, et en plus c'est très amusant. Il faut être honnête, c'est voilà, c'est très bon enfant. Rigoler, et voilà, absolument. Faut c'est bon enfant, exactement. Oui, voilà, il faut suivre le rythme, c'est le cas de le dire. C'est un très bon moment. C'est une belle expérience. Oui, c'est délicieux. C'est magnifique. Bon, et Natalia, elle, c'est danser la valse, évidemment. Un tout petit peu. Voilà. J'ai appris grâce à ce bal. Voilà. Grâce à carnet de bal. C'est pour ça que j'adore. Oui. Alors. Oui, Natalia. À tout cela se passe dans un lieu magnifique. Oui. Le bal aura lieu à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Oui. Pourquoi vous avez choisi cet hôtel? Alors, cet hôtel, il a été construit à la demande de l'empereur Napoléon III. Napoléon III voulait un lieu prestigieux pour accueillir les soirées dansantes ou pas, ou les dîners, ou les cabarets, puisqu'à l'époque, c'était... pas les cabarets, pardon. Je retrouve plus mon mot, c'est pas grave. Les banquets, il y avait de grandes tablées, etc., qui avaient lieu après l'opéra. Et donc, il souhaitait un lieu qui soit dans l'esprit de celui de l'opéra. Et donc, il a fait construire ce grand hôtel qui fut l'hôtel le plus moderne de son époque, qui a été construit en l'espace d'1 an et demi, ce qui est absolument remarquable, et qui possède sans doute la plus belle salle de bal de France. Franchement, vraiment absolument incroyable, qui est classée monument historique, qui a été refaite pour 1,6 million d'euros de restauration, et qui est absolument splendide, et qui est la plus grande salle d'un seul tenant, pouvant accueillir jusqu'à 400-500 convives sans problème. Voilà. Je confirme. Oui. Pour moi, c'est quatrième fois déjà qu'on organise de cet hôtel. Et chaque fois, je rentre et c'est quelque chose qui te donne effet waouh. Absolument. Très joli. Ouais. Juste. Ça me fait plaisir, Axel. Voilà. Je vais être très heureux de vous. Voilà. Beau lieu. Ça me fait très plaisir de vous faire découvrir ça. Voilà, ça c'est mon beau cadeau de la soirée, c'est de vous faire découvrir ça. Et en plus, on peut profiter 3 espaces. Oui, c'est vrai. L'espace de cocktail, elle est magnifique. L'espace de cocktail est agréable, bien qu'il ait été créé, entre guillemets, avant c'était une cour intérieure. Le salon Ravel est très joli, moi je l'aime beaucoup, ce salon Ravel dans lequel aura lieu la conférence. Complètement différente. Oui, c'est une bonne ambiance Napoléon III en plus, je trouve. Et voilà. Et donc la petite histoire, c'est que l'impératrice Eugénie l'a inauguré et elle a déclaré « Je me croirais dans un de mes palais ». C'est joli. Magnifique. Voilà. Et en plus, il y a un portrait. Il y a son portrait, bien entendu, pour rendre hommage à l'impératrice Eugénie. Il y avait d'ailleurs le buste de l'empereur Napoléon III, mais qui a été remplacé par une espèce de Marianne. Bon, voilà, no comment. Ensuite, c'est important pour vous de montrer l'art de vivre à la française. Petit truc lequel tu fais toujours. Juste raconte si tu vas oublier, on doit parler de ça. Si tu veux. Alors oui, c'est vrai que j'ai un tic. J'ai un tic dès que je rentre dans un restaurant, mais je m'en rends même pas compte.
eh bien, la fourchette est tout de suite retournée, c'est-à-dire que je mets la fourchette à la française. Ça m'énerve de voir la fourchette ouverte ou la fourchette vers le bas, évidemment. Ah oui, bah oui. Vers le bas à la française. C'est un tic que j'ai et je ne m'en rends même plus compte. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me dis, ah ben, la fourchette est du bon côté, et je regarde les autres, non, elles sont du mauvais côté. Donc ça veut dire que c'est moi qui l'ai fait inconsciemment. Voilà. Et donc évidemment, bien entendu, à cette soirée du Cercle de France, bien entendu, le couvert est mis à la française. Les verres sont dans l'ordre, les couverts sont mis comme il faut, le menu est à gauche et la serviette, et du coup, est à droite. Mais s'il n'y avait pas le menu, eh bien, la serviette serait à gauche, et voilà. Il y a des protocoles. Ah, il y a un protocole absolument à suivre. Voilà, ça fait partie de... Voilà, absolument. Et la serviette se met à l'extérieur de l'assiette, alors qu'à l'heure du déjeuner, elle se met dans l'assiette. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure du déjeuner, normalement, les assiettes sont moins jolies et le soir, on sort le plus beau des services. Donc, du coup, évidemment, on ne met pas la serviette dans l'assiette. Voilà. Pour montrer la beauté. Absolument. Alors, maintenant, parlons maintenant de quelque chose de délicieux. Je sais que tu es gourmand. Le menu du dîner est très élégant. C'est aussi une façon de raconter une histoire. C'est aussi le fait de raconter une histoire absolument, puisque ce soir-là sera servi en guise de dessert l'omelette norvégienne. Alors l'omelette norvégienne, elle a une histoire très amusante, c'est qu'elle a été créée en 1867 à l'occasion de l'exposition universelle. Et le cuisinier qui l'a inventé s'est servi de découvertes scientifiques de l'époque d'un Américain qui avait compris que je ne suis pas sûr que ce soit un Américain. Si, c'est un Américain. C'est un Américain qui est parti vivre en Bavière. Il fallait que je retrouve exactement l'anecdote. Enfin bref, il s'est trompé. Il a donné... Il ne savait pas du tout, comme beaucoup d'Américains, il ne connaissait pas très bien la géographie. Ah non, c'est chef français pourtant. Il ne connaissait pas bien la géographie et il a appelé l'endroit d'où était originaire ce scientifique. Et il a appelé ça la Norvège, et donc l'omelette norvégienne, mais en vérité, il s'est complètement trompé sur le lieu d'où venait ce fameux scientifique qui vivait aux États-Unis et qui l'avait quitté pour la Bavière. Et donc, ce scientifique avait découvert tout simplement que sur certains aliments n'étaient pas conducteurs de chaleur, et notamment la meringue. Voilà. Et donc, il a créé, donc je vous laisserai découvrir, l'omelette norvégienne, ma chère Natalia, où vous découvrirez, voilà, vous comprendrez un peu mieux les choses et ça sera mieux expliqué parce que ça sera indiqué sur le menu que ce que je viens de raconter. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Tu es fan de détails, de petites choses qui racontent l'histoire. Je manque de précision. Mais je n'ai pas mon anti-sèche sous les yeux, donc voilà, je ne peux pas tricher. Et on va parler un tout petit peu de toi aujourd'hui parce que tu es... Oui, c'est simple, t'inquiète. D'accord. La gastronomie fait-il partie de l'expérience de bal? Parce que je sais que tu es... Oui, c'est indispensable. Voilà, absolument. J'ai l'honneur de présider pour la France la première association gastronomique mondiale. Et j'enseigne cela également. En effet, oui. Voilà. Dis mon étudiante qui est à côté de moi, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Sarah, tu voudras bien m'excuser. Non, Nos auditeurs vont hurler, mais j'ai oublié de présenter Sarah dès le départ. C'est pas grave. Voilà. Je vais me rattraper. Tu es dans le stress comme moi. Hein. Parce que tu ne sais pas essayer. Non, mais on n'a pas eu de transition, donc du coup, ça va trop vite pour moi. Voilà, j'ai besoin de transition entre le moment où je m'installe et au moment où la radio commence. Mais peu importe. Donc, Sarah, je te présente mes sincères excuses de Sarah qui nous accompagne et qui est une passionnée d'œnologie. En effet. Et qui va justement questionner notre cher Axel sur son champagne. Très bien. Voilà. Je suis là. Voilà. Avec plaisir. Natalia, elle est toujours là. Elle a préparé encore une question, pas seulement Natalia. une. Un bal, c'est aussi le style. Oui, Natalia. Le dress code de mon smoking aux robes longues. Oui. Les invités, ils aiment bien jouer le jeu. Le jeu. Le jeu. Le jeu. Ça, c'est toujours ça. Ça ne partira pas. Le jeu.
Le jeu. Le jeu. Joue. Bon, d'accord. Le jeu, absolument. Non. Les convives aiment bien, enfin les invités aiment bien participer en se costumant. D'abord, c'est agréable enfin de s'habiller. Moi, je trouve de s'habiller le soir. Moi, ce qui me choque, c'est les personnes qui vont à l'opéra maintenant ne s'habillent même plus. En jean. Dommage. En jean, ouais. exactement. Dommage. Je trouve ça vraiment très dommage. Mm. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut relancer un peu ce genre de choses. Donc, on demande aux gens de s'habiller, de faire un effort pour s'habiller, de mettre un smoking, une robe longue. Et puis, également, de mettre, sinon, ils ont la possibilité, ces dames, ces messieurs, ont la possibilité de se costumer comme à l'époque du Second Empire. Oui. Voilà. Et de louer des robes. Alors, nous pouvons recommander 2 adresses, Natalia. Oui, avec plaisir. Alors, l'atelier Juliette Lamy, vous trouverez ça facilement sur Internet, Une qui femme propose de très jolies robes. talentueuse. Oui, très jolies robes. Et puis également, l'autre, c'est une association qui s'appelle Voyage au 19e, voilà, qui propose des costumes 19e très, très bien faits. Alors, ce qui est très amusant, Axel, c'est que c'est une femme qui a vécu avec, évidemment, son mari, sa petite famille, au Brésil. Et ils se sont mis à refaire un certain nombre de costumes de l'époque voilà, impériale, évidemment, qui correspond pour nous au Second Empire. Fort en Brésil pour les costumes. Ouais. Et du coup, ils sont revenus avec tous ces costumes, ils ont continué à faire ça en France. Oui, en plus, Voilà. il ne fait pas juste les costumes comme ça dans la tête. Non, Oui, historiquement, elle respecte parfaitement les choses. Oui, tout à fait. Des Et recherches. une vraie rigueur. Ensuite, vous avez déjà vu des costumes incroyables pendant les éditions précédentes? Les éditions précédentes, oui, absolument. Et l'année dernière, il y avait une robe magnifique qui était portée par une influenceuse très connue qui a plus d'1 million de followers, qui s'appelle Asta Darling, qui était venue, alors ça m'avait impressionné, elle était venue des États-Unis avec un groupe d'amis. Moi, personnellement, j'y connaissais rien du tout aux influenceurs. Elle est venue avec un groupe d'amis et elle avait une robe qu'elle avait réalisée. Elle réalise toutes ses robes elle-même. Elle passe son temps à faire les plus beaux bals dans le monde et à créer les robes à chaque fois pour l'occasion. Et là, elle incarnait la reine Victoria. C'était splendide. Une robe blanche splendide. Elle a fait son rôle très bien. Ah oui, absolument. Elle a joué son rôle. Incarner l'impératrice, la reine Victoria, l'impératrice anglaise. Et maintenant, les questions qui te touchent beaucoup, parce que pour ça, tu organises les bals. Oui. À quel moment vous sentez que la soirée est réussie? C'est la première valse ou le moment où les invités oublient le monde moderne? Alors, je dirais que ça commence véritablement quand ils rentrent dans la salle. Il y a le cocktail. Si le cocktail il commence déjà à se plonger un peu dans l'époque, les gens discutent, sont contents, regardent les costumes qu'il peut y avoir tout autour d'eux. Ils aiment déjà beaucoup ce moment. La conférence, c'est bien, mais ils ne sont pas encore complètement immergés. Je dirais que c'est par étapes. Le cocktail, ça commence vraiment. Et puis quand ils rentrent dans la salle, ça y est, paf, ils sont dans le truc. Voilà, ils sont dans le bain et ils sont déconnectés de notre actualité un peu morose. Donc pour justement changer les idées, il faut venir à cette soirée. C'est vrai. Je confirme. Oui. J'ai perdu ma tête tout de suite. Et quand tu commences à tourner le valse, c'est magnifique. Alors, mais ce bal n'est pas seulement élégant. Il a aussi une mission importante. Oui. La soirée soutient la Fondation Eugène Napoléon. Pourquoi c'est important pour vous? Alors, la Fondation Eugène Napoléon, c'est une très jolie histoire. C'est l'impératrice Eugénie, dont on fêtera donc le 200e anniversaire. L'impératrice Eugénie, au moment de son mariage, la ville de Paris s'était cotisée pour pouvoir lui offrir un bijou d'une très grande valeur. Elle a refusé l'argent et elle a dit, écoutez, je préfère que vous en fassiez don pour une œuvre, créer une œuvre. Et donc, elle a créé une œuvre qui s'appelle donc la Fondation Eugène Napoléon. Et la Fondation Eugène Napoléon, il y a un bâtiment qui existe toujours à Paris, qui est fort peu connu, qui a été créé donc par... grâce à cette donation et dotation que l'impératrice Eugénie a soutenue et qui aide les jeunes femmes en difficulté ou en situation de handicap. Et donc, il y a un bâtiment qui n'est pas, on va dire, très fastueux, mais ce n'était pas le but en même temps, qui a été destiné à héberger ces jeunes femmes et l'œuvre continue toujours aujourd'hui. Et donc, le but de la soirée, c'est de soutenir cette fondation
puisque on fêtera pareil un anniversaire. Alors j'ai oublié le chiffre exact, mais on fêtera donc l'anniversaire également de cette fondation et surtout de l'impératrice Eugénie. Et comment les invités peuvent-ils aider concrètement la fondation? Tout simplement en venant à cette soirée et surtout également en allant sur le site internet de la fondation Eugène Napoléon. Voilà, pour aider donc les jeunes femmes, je le rappelle, c'est une fondation pour aider les jeunes femmes en difficulté ou en situation de handicap. C'est joli. Absolument. Et presque fini. Tu es fatigué? Oh, ça va. Ça va. Nous sommes dans les temps, donc ça va. Maintenant, une question plus personnelle. Oui. Organiser un bal comme celle-ci, c'est Oui. du stress ou du plaisir? C'est du plaisir, de la fatigue et du plaisir. Voilà, et toujours l'inquiétude de savoir si il y aura suffisamment de monde ou pas. Oui, Voilà. Oui, pour financièrement retomber sur, même si c'est une association, il faut quand même qu'on rentre dans nos frais. Et là, ça tombe pendant les vacances. Donc, voilà, c'est plus difficile. Mon question deuxième, c'est un petit peu... Tu vas répéter, mais quand même. OK. Avant l'ouverture des portes, vous Oui. êtes encore un peu nerveux. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous Non. touche plus? Avant l'ouverture des portes, non, je suis plus nerveux. Tout est déjà engagé. Il faut juste que j'ai eu le temps de placer les petits chevalets sur chacune des... Mais tu m'aideras, ma chère Sarah, Bien sûr, avec plaisir, on est là à pour ça. placer sur chacune des tables, puisque tout le monde est placé. On essaye de placer les gens par affinité. C'est vraiment important. C'est pour ça qu'on leur demande, lorsqu'ils s'inscrivent, d'indiquer leur qualité ou leur passion. Et voilà. Et on essaye, c'est important que les gens puissent passer une bonne soirée. Et voilà. Et puis, et leur nom, c'est une question de respect, même quelque part pour eux. Ils ont payé pour quelque chose. Et voilà, c'est une façon de les accueillir un peu au mieux. Oui, et les gens, ils aiment bien voir son nom et prénom. Voilà, donc À ça, côté de c'est un son- petit détail, mais ce Ouais. détail prend énormément de temps. Voilà. Et la patience. Oui. Et qui va écrire cette fois-ci? Ah, ça, je viens trouver quelqu'un pour le faire. À moi. Alors, pourquoi il faut absolument être présent le 7 mars 2026? Eh bien, d'abord pour soutenir justement la Fondation Eugène Napoléon, aider dans son activité le Cercle de France, cette association, qui essaye de faire un peu bouger les choses pour les jeunes, et de leur réapprendre l'histoire, de les plonger dans l'histoire et de sauvegarder, de promouvoir et sauvegarder cet art de vivre à la française que tant de pays étrangers nous envient et que les Français malheureusement oublient un peu. Voilà. Et petite conclusion, Oui, le 7 mars 2026, Oui. l'histoire, la danse et l'élégance se rencontrent à absolument. Paris. Une soirée unique entre culture, glamour et générosité. Merci beaucoup. Merci Laurent, Natalia. cette fois-ci, c'est toi et c'était super intéressant. Comme Merci. d'habitude, Merci, chaque fois, c'est gentil. j'écoute avec, comment je vais dire, trouve le mot, avec Plaisir. plaisir. Oui. Et j'attends avec plaisir aussi le bal. Mais merci beaucoup. Et puis nous aurons d'autres personnalités. Nous aurons j'allais dire l'empereur. Nous aurons le prince et la princesse, le prince Joachim Murat et la princesse Yasmine Murat. Nous aurons son Altesse Royale, le prince Axel de Bourbon, Parme. Et puis nous aurons le duc de Breuil et d'autres personnalités, un duc italien, j'ai oublié son nom, qu'ils veulent bien me pardonner. Voilà, et un certain nombre de personnalités, évidemment, qui seront présentes. Voilà, merci beaucoup. Et Natalia, qui sera là. Voilà. Peut-être. Voilà. Avec Sarah, Oui, qui sera bien là sûr. à l'accueil. En effet, Voilà. les camarades. Pour vous accueillir, absolument. Voilà, et nous aurons également, pour nos VIP, uniquement nos VIP, nous aurons nos very important persons. Alors sur Radio Courtoisie, normalement, on ne fait pas d'anglicisme, donc c'est une grave faute que je viens de commettre, mais d'où le petit cochon rose, Axel qui est ici. Dès qu'il y a un anglicisme, on doit mettre une pièce dans le cochon rose. J'ai pas de mo- Non, mais c'est moi qui dois mettre. J'ai pas de monnaie. Voilà. Et Axel, Oui. nous offrirons donc votre fameux champagne. Exact. Votre fameux champagne, mais moi je voudrais, cher Axel, alors il faudrait que vous changiez de place. Voilà, on m'indique. Si, mais voilà, hop. C'est pour pouvoir être filmé face à la caméra. Voilà, être mieux filmé par rapport à la caméra et vous rapprocher un peu plus du micro. Voilà, mon cher Axel. Bien. Merci. Alors, mon cher Axel de Bourbon-Parme. Donc,
Nous allons reprendre la genèse d'abord. J'ai eu la chance de vous rencontrer il y a finalement pas très 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 longtemps. Le lien s'est vite fait. Vous êtes quelqu'un de très communicatif, Merci Laurent. de vraiment très attentif aux autres. Voilà. Et ce qui fait tout votre... Une partie de vos nombreuses qualités. Voilà. Et Axel de Bourbon-Parme, ma première question, c'est avant de parler de votre champagne, c'est peut-être pour nos auditeurs, rappeler quelle est votre ascendance. Qu'est-ce qui vous rattache au roi Louis XIV? Je descends du Capet, de Saint-Louis. Oui, pardon. C'est vrai, évidemment. Voilà. De facto, oui. Et puis, de tous les Bourbons, c'est une grande histoire. Et j'ai hérité ça de mon père. J'essaie de faire passer ça. Et c'est assez lourd, mais j'y arrive. Alors, en vérité, c'est la branche sous Louis XV, c'est ça, Oui, qui part en Espagne. Voilà, tout à fait. Les Bourbons, il y a aussi l'Italie. Voilà, et ils partent, voilà, c'est ça, voilà. Et alors, donc, vous êtes la branche, une des branches espagnoles, en quelque sorte, des Bourbons. Oui, tout à fait. Voilà, et vous êtes donc cousin, de facto, évidemment, de Louis, duc d'Anjou. Exactement. Voilà, dont on entend tant parler. Tout à fait. Alors, c'est votre père qui s'est lancé dans le champagne. Oui, c'est une belle... Je vais boire un petit verre d'eau. Ouais. D'habitude, du champagne, là, c'est un peu d'eau. Ça, c'est une belle histoire d'amour que je vais vous raconter. C'est une union entre mes parents, c'est mon père et ma mère qui se sont rencontrés à Villefranche-sur-Mer, dans une très belle église, qui a été peinte par Jean Cocteau, intérieur comme extérieur. Et Jean Cocteau était un ami de la famille. Et Jean Cocteau a dit, mais cette union, il faut un champagne, parce que ça fait fête. Donc, du coup, ça a démarré comme ça en 1950. C'est-à-dire que c'est Jean Cocteau qui a poussé la chose? Oui, tout à fait. Ah, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Ça, vous ne l'aviez pas raconté. Ben c'est amusant. Ah, ouais, tout à fait. Surprise. Voilà, c'est mon père qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. C'est joli. Avant qu'il décède. Voilà, du coup, ça a démarré comme ça. Et c'est toujours un héritage. Et moi, j'ai continué tout ça en 1990. Et c'est une belle histoire. Et mon père m'a poussé à faire ça. Parce que je suis plutôt un créateur. Et du coup, tout ce champagne a démarré. Donc, le champagne Prince Axel de Bourbon-Parme, vraiment, c'était une poussée. Voilà. Mais à l'origine, votre métier, c'était quoi? Votre univers, c'était quoi? J'étais dans l'eau avant. Ah oui, donc rien à voir. Oui. Rien à voir. Dans les liquides. Dans des liquides. Voilà. J'ai travaillé 20 ans dans les liquides. Et j'étais baigné quand même dans le champagne, parce que mon père m'a appris tous les vignobles, il m'a appris tous les tiroirs. Et du coup, c'est une passion. Voilà, je suis tombé dedans. Et du coup, vous êtes complètement reconverti dans cette passion. Oui, tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, cette passion du champagne, et cette passion, vous l'avez prolongée, puisque vous avez même aujourd'hui une cave. Oui, une très belle cave à Boulogne-Billancourt. Voilà, j'ai créé une cave parce que je voudrais être beaucoup plus près de la clientèle. Et cette cave, c'est là où je fais déguster mon champagne. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais que je suis un prince épicurien. Mm-hmm. Et du coup, je suis dans cette cave un ambassadeur des vignobles. Mm-hmm. Donc, je raconte cette histoire de tous les vignobles. Et je suis présent du lundi au samedi. Parce que je suis... Le titre s'efface, c'est plutôt Axel dans cette cave, pour faire découvrir ces vignobles et mon champagne en même temps, parce que je suis près de la clientèle. Alors, on a une question d'un auditeur qui a tout à fait raison, qui nous dit de quel bal pouvez-vous nous rappeler le nom du bal? Donc, c'est le bal des Deux Empires, et vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations sur le site internet cercledefrance.fr. cercledefrance.fr. Et puis un numéro de téléphone, Natalia? Non. Si, 06 03 61 00 62, 06 03 61 00 62, mais le site internet cercledefrance.fr. Pardon, mon cher Axel. Pas de problème, Laurent. Alors, donc, il y a eu cette passion, il y a eu cette cave, mais aujourd'hui, le champagne, il se décline comment? C'est-à-dire, il y a juste une cuvée, il y a plusieurs cuvées? Alors, c'est en 5 cuvées. Donc déjà, il faut raconter que en visitant les vignobles de France, je suis arrivé chez une famille qui s'appelle les Valois. Ce qui est drôle pour un Bourbon. Oui. C'est une anecdote. Oui. Il ne manque plus que les Capétiens pour finir. Tout à fait. Donc voilà pour l'histoire. Et cette famille m'a
m'a fait découvrir ce vignoble dans la Côte des Blancs, à côté de Reims, dans les premiers crus. Et on a beaucoup travaillé parce que c'est une passion. Pour créer un champagne, c'est beaucoup de travail. Voilà, il y a quand même de très belles maisons. Mais moi, je voulais une signature. Voilà, c'est ça que je voulais créer. Une signature qui me ressemble. Donc, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Et maintenant, grâce à ces vignerons, grâce à ma sélection et mon travail, ces vignerons se déclinent alors, sur un premier cru, en brut, sur 2 cépages. Mais est-ce qu'il faut que j'explique à la radio Les tout ça? cépages, absolument. Alors, en Champagne, il y a 3 cépages. Oui, Il y a le chardonnay qui donne la fraîcheur, pour moi. Cabernet Franc et... Mais Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Le pinot noir Ah, qui là. donne la structure et C'est pour un moi le piège pour mon meunier qui étudiante, donne mais plutôt elle est la pas très rondeur. grande. C'est un Qui donne la rondeur. gros. On va pas rentrer dans la technique, Ouais. mais c'est les 3 cépages principaux en Champagne. Dans les Côtes des Blancs, c'est plus le chardonnay qui donne la fraîcheur. C'est ce que je voulais, vraiment une fraîcheur. Donc le brut premier cru, ma cuvée traditionnelle, et elle est à 90% de chardonnay, 10% de pinot noir qui amène quand même un peu de structure. La cuvée royale, pourquoi j'ai appelé la cuvée royale? Parce que c'est des étiquettes bleues. Et puis c'était la cuvée royale, mon père faisait toujours ça, et il me disait ça. Et puis ça représente un peu notre famille. Et puis nous, on représente un nom. Puis Reims, quand même, c'est quand même la capitale des rois de France, des sacres de France. Donc c'est quand même important qu'un Bourbon puisse faire ça. C'est peut-être pour ça que mon père s'est orienté là-bas avec Jean Cocteau pour faire ses cuvées. Donc la cuvée royale, c'est un 100% chardonnay, mais parcellaire. C'est ça que j'aime dans le champagne, c'est les parcelles. Faire vraiment découvrir des choses que le vigneron travaille, le terroir, la terre. Et du coup, j'ai créé avec ce vigneron, avec une parcelle que j'ai beaucoup aimée, qui est tout petit en plus, qui fait 1 hectare. Donc 100% chardonnay, en vieille vigne de 70 ans. Waouh. Donc du coup, ça va chercher, ça donne des vins tendus, avec une grande fraîcheur et une longueur en bouche. Voilà, après, j'ai fait un rosé, ce qui est le plus dur dans le domaine de la Champagne, de créer un bon rosé. 85% de chardonnay et 15% de pinot noir. Un rosé très tendu, très floral, que j'aime beaucoup aussi, parce que le champagne, on n'en parle pas beaucoup de champagne rosé, mais c'est quand même quelque chose à faire découvrir, quand même, hein, surtout à l'export. Et c'est un rosé de saignée ou c'est un Non, rosé c'est un rosé, d'assemblage? pas de saignée, non, parce que les rosés de saignée, c'est un petit peu plus fruité, et on n'a pas pu travailler là-dessus. Donc c'est un rosé, comment dire, très clair, mais quand même avec une bonne expression en fin de bouche. Voilà. Après, on a fait des demi-bouteilles et des magnums. Parce que les demi-bouteilles, j'aime beaucoup, parce que quand on ne boit pas beaucoup, c'est très, très pratique pour emmener, ou que ce soit pour les bars ou à deux. On ne veut pas ouvrir une grande bouteille, des petites bouteilles de 37 centilitres, c'est quand même bien pratique. Comment est-ce qu'on peut se procurer votre vin? Dans ma cave à vin, à Boulogne-Billancourt, en face des usines Renault, et dans ce nouveau quartier, et ça fait 15 ans que je suis là-bas. Et par Internet? Par Internet, sur un site Internet, oui, tout à fait. Vous tapez On tape Champagne, accès Sur là. votre site. sur mon site Internet, ou m'appeler. C'est mieux de se voir. Bon, En effet, oui, après pour ceux qui peuvent aller sur Reims. comme ça, je peux faire des discussions et raconter cette histoire. Voilà. Puis d'abord, je peux raconter des histoires et des histoires, mais tout se passe dans le verre, sur la qualité. Et est-ce que du coup, vous organisez des dégustations organisées en soi dans votre, Tout dans à votre fait, cave? je fais ça tout le temps, oui, tout à fait. Parce que le lieu près, puis c'est tellement mignon ce lieu, puis c'est chez moi. Voilà, donc c'est un côté où j'ai créé cette cave de A à Z pour que ça soit très convivial. C'est pour ça que Laurent a bien aimé ce lieu. Oui, en plus, on peut venir y déjeuner Voilà. avec des... Également? Oui, Voilà. avec... Alors, je suis pas, excuse-moi Laurent de Oui, oui. t'interrompre, mais je suis pas que caviste, même sachant que j'ai 400 références de vin et je représente tous les vignobles de France. Mais ce lieu, si on peut déjeuner, donc du coup, ça peut être aussi très convivial. En fait, c'est comme à la maison, quoi. Oh, c'est génial. Voilà. ouais, moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, les plats sont simples, mais de très bonne facture. Très bonne facture. Il n'y a pas 36 plats, mais au moins les plats sont faits Ah, c'est ce qui est le mieux. jour même, sur place, etc. Ouais, et sont qui est frais, voilà, avec des produits frais. Et donc, c'est très agréable. Et j'ai une force aussi, excuse-moi de Oui. encore une deuxième fois. Je t'en prie. C'est que les vins sont au même tarif que la boutique. Donc, du coup, c'est pratique, on peut goûter Ça, c'est sympa. vraiment. En effet, oui. ah oui, il n'y a pas de Voilà. changement Il n'y parce a pas de que le changement, il n'y a pas de service, droit de bouchon. Donc, c'est pratique pour pouvoir goûter de bons Absolument. vignobles et accessibilité. Absolument. Voilà. Mm.
Et excusez-moi Laurent, Oui. est-ce que donc pour quelqu'un qui ne connaît pas du coup votre champagne, vous auriez une cuvée à recommander pour goûter du coup vos cuvées parmi les 5? Bah, déjà, la cuvée royale est une cuvée à 100% parcellaire, tout petit, en 100% chardonnay. C'est vraiment une cuvée à découvrir. Voilà. Mais chaque cuvée est différente. En effet. Pour moi, chaque cuvée raconte une histoire, ma passion. Voilà, maintenant, il faut la découvrir. Voilà, je suis jeune dans ces cuvées. Mais Petite Rivière fait un grand lac après. Voilà. Alors, ce qui est agréable aussi, c'est que quand on vient chez vous, c'est que on a évidemment la possibilité de vous rencontrer, de déguster, de découvrir, de passer un moment extrêmement convivial. Vous l'avez dit, avec des prix qui sont très raisonnables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, surtout, c'est comme vous le disiez, de raconter une histoire. Et moi, je voudrais, c'est que vous nous racontiez un peu le passage de témoin que vous a passé votre père et qui est très touchant. C'est l'héritage d'un nom, c'est l'héritage d'une passion de mon père. Et il m'a baigné déjà dans la création, parce que nous sommes même une famille qui crée. Ma mère a créé quand même une très belle, je ne sais pas si je peux en parler à la radio, marque de parfum. Donc, du coup, mes parents m'ont vraiment expliqué la création. Et donc, moi, comme j'adore créer, j'ai repris ce champagne, je l'aurais développé, puis j'ai fait plein de choses derrière aussi, toujours dans le domaine des spiritueux. Et vous avez beaucoup, du coup, travaillé pour élaborer ces cuvées ? Oui, énormément avec là, oui, parce que moi, je vais choisir, puis je suis libre, et je veux vraiment que dans ces cuvées, il y a une expression, l'art oui, tout à fait. Il faut vraiment que quand vous goûtez ce champagne, que vous ayez un sourire dans la flûte. Et c'est-à-dire que pour vous, d'une année à une autre, on retrouvera toujours cette constante c'est primordial pour moi, vraiment avoir vraiment une caractéristique qui sort et que les clients puissent se dire chaque année, ils retrouvent ma signature. Voilà. Tout à fait. D'un champagne premier cru. Exactement. Ouais, c'est quand même une belle fierté. Ouais. Oui, c'est une fierté de l'avoir fait, parce que c'est un travail. C'est du lundi au samedi, donc c'est quand même beaucoup d'heures à exprimer ma passion, et je continue. Alors, est-ce que ce champagne part à l'étranger ? Je commence parce que mon père ne l'a jamais fait, donc je prospecte, j'essaye de trouver des importateurs. C'est vrai que le contexte en ce moment n'est pas facile, avec ce qui se passe dans certains pays, donc j'ai de bon espoir. D'abord, il faut être patient, parce que c'est très long, et c'est ce que je fais. Et alors, est-ce qu'il part aux États-Unis, notamment ? Ça commence, j'ai des contacts, oui, il faut mais avec ce qui se passe là-bas, voilà, et comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même la France, l'indépendance. Quand je disais le Kentucky, le whisky bourbon, les bourbons, c'est là-bas pour l'indépendance. Donc du coup, mon nom a beaucoup voyagé. Je dis, tiens, autant regardez en Louisiane, la rue Bourbon Street, donc on a quand même laissé des traces partout. Je me suis dit, peut-être qu'avec mon champagne, laissant une petite trace de la culture française, des vignobles français, et j'essaye d'expliquer tout ça. Et en plus, c'est le vin des rois, le champagne. Non, exactement. Voilà. Tout à fait. Si un prince réalise le vin des rois, ça serait mon rêve. Mais oui, il faut simplement qu'il se fasse connaître. Exactement. Et qu'il se fasse d'abord déguster. Exactement. Je voudrais revenir sur le titre de Parme. Oui. Donc, vous êtes prince de Bourbon et prince de Parme. Tout à fait. Alors, comment est-il arrivé ? Par les Farnèse, ça c'est mon père qui était là-bas, parce que il faut expliquer quand même que mon père m'a laissé quand même un nom, parce qu'il était quand même sa mère. J'ai aussi du sang danois aussi, parce que la mère de mon père, c'était Margaret du Danemark, qui était mariée à Valdemar du Danemark, donc j'ai quand même du sang danois. C'est peut-être pour ça que mes enfants sont bien blonds. Et on a quand même l'Europe. Et voilà. Donc votre mère était... Non, pas ma mère. Ma mère, elle était... Votre grand-mère, pardon. Ma grand-mère, exactement. Votre grand-mère, oui. Elle était côté Danemark, la petite fille, qui était vraiment la famille régnante du Danemark. Du Danemark, absolument. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de vendre mon champagne Danemark, parce que c'est vraiment mon sang.
est-il vendu là-bas? Ça commence. Ça commence aussi. J'ai commencé. Oui, je commence beaucoup de choses. Mhm. Mais il faut être patient. Des fois, c'est peut-être un peu mon défaut, mais Puis vous ça... êtes quelqu'un de discret, vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant. Non. Donc voilà. Peut-être c'est un défaut, mais je pense qu'il faut être raisonnable. C'est votre personnalité, voilà. c'est ce qui vous caractérise et qui fait une belle image. Mais c'est sûr que généralement, pour vendre un produit, les gens aiment bien se mettre devant. Mais tant mieux, c'est tout à votre honneur. Tout à fait. Ouais. Alors la technique nous rappelle qu'il y a un bobino, donc du coup j'obéis à la technique tout de suite et nous retrouvons tout de suite après un court bobino. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal. Merci pour à tous nos auditeurs qui nous suivent et qui nous retrouvent. Donc je rappelle que j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Sarah Gentil. Bonsoir. Et de recevoir son Altesse Royale, le Prince de Bourbon-Parme, qui vient nous parler de son champagne Axel de Bourbon-Parme. Prince Axel de Bourbon-Parme. Prince Axel de Bourbon-Parme. Prince Axel de Bourbon-Parme. Ouais. Voilà. Et vous étiez en train de rappeler vos belles ascendances royales, oui, puisque vous descendez de la couronne du Danemark, tout à fait. mais avant tout de la couronne de France. Exactement, la couronne de France, couronne du Danemark, puis je suis quand même cousin aussi en Espagne. C'est quand même assez large. Oui. Mais alors justement, comment est-ce que votre famille est venue s'installer en France ? Papa et maman, parce qu'ils sont. Voilà, votre père a grandi où finalement, lui ? Il a beaucoup voyagé. Il est allé, de ce qu'il m'a expliqué, il est allé aux États-Unis, il est allé beaucoup en Italie. Et puis on bougeait beaucoup à cette époque. Et vos grands-parents ? Mes grands-parents côté maternel. Bourbon, pareil. Ils voyageaient, ils énormément. n'étaient pas fixés. J'ai retrouvé encore, et mon père et mon oncle m'a beaucoup expliqué comment ça se passait. Parce que des fois, c'est dans les réunions de famille, on essaye de comprendre notre famille. Hein. C'est toujours comme ça, soit dans les mariages, dans les décès, on permet de rencontrer tout le monde, mais pas tout le temps. Et du coup, il m'a expliqué que ça voyageait beaucoup. Et puis je lis beaucoup. Ma mère, qui est encore vivante, m'explique un petit peu tout le parcours de leur vie. Voilà. Et puis je suis passionné. Et passionné par les vins. Oui, mais pas que ça. Il y a beaucoup de choses de passion. Moi, je suis un prince épicurien. J'aime autant la pêche, parce que je suis un fan de pêche à la truite, ce qui me permet un peu de déconnecter. Et vous êtes bien, j'allais dire, un Bourbon, puisque vous êtes également passionné de chasse. Oui, j'aime la nature, parce que j'adore la nature. Ça, c'est pas parce que, après la chasse, si on en parle à la radio, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime la nature. Donc maintenant, je suis plutôt un chasseur qui aime la nature. Et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et puis je défends l'agriculture aussi, parce que c'est aussi l'agriculture, la chasse. Donc, et alors, justement, cette passion pour la chasse, on la retrouve dans l'assiette. Tout à fait. C'est pour ça, c'est aussi ça. Oui, voilà, c'est très agréable. C'est vrai que je fais mes plats, et comme je suis un fan de Bourgogne, ça va tout à fait. Voilà, je suis amoureux de Bourgogne. Voilà, et puis il y a quand même beaucoup de rois. Regardez la Romaine des Conti, quand même, hein, les Bourbons de Conti qui ont été là-bas, c'est quand même des grands Bourgognes. Hein, et puis je pense qu'il y a beaucoup de rois qui aimaient le vin, dans l'Irancy, donc beaucoup de régions de France, voilà. Et plus la Bourgogne. Et alors, le champagne, c'est une aventure évidemment que vous allez continuer. Ah, tout à fait. Est-ce que je vais développer. Est-ce que vous voulez développer ? Oui, de plus en plus, oui, voilà. Mais après, il faut être patient et puis il faut être aidé aussi un peu. Voilà. Oui. Parce que le nom ne suffit pas. Il faut travailler. Oui. Et pourtant, la qualité est là. Voilà. J'ai tout pour réussir. Mais après, il faut des coups de pouce pour pouvoir faire découvrir ce champagne. Parce qu'il est vraiment très bon. J'ai beaucoup de travail. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette boutique, pour pouvoir le faire découvrir et être vraiment présent avec la clientèle. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, au niveau de la visibilité, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple ? Je suis pas, j'ai pas un âge, j'ai un âge jeune, mais je suis pas un fan des réseaux sociaux. Laurent, il est à fond sur les réseaux sociaux. Je commence, j'ai des enfants qui sont quand même assez puissants là-dessus, donc j'apprends. Je suis à peu près sur tous les réseaux, mais j'essaie plus de voir les gens en face. Je suis plus à l'aise. C'est sûr que c'est mieux. En étant à l'aise en face des gens que sur les réseaux, quoi. D'accord, très bien.
Mais non, je ne suis pas un fan, contrairement à ce que tu peux imaginer. Non, pas ça un s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Non, non, j'y connais rien du tout. Ah non, mais pas un fan, mais c'est que vous avez Oui, oui, j'ai Puis beaucoup ça de va followers, mais c'est parce que à cause de mes activités. Bien sûr. Ça Voilà. va de soi. Puis ça va Ouais. tellement vite aussi. Et puis ça va, tout d'un coup, ça va très vite. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas, et Voilà. tu te retrouves avec beaucoup de followers. Et Par contre, une Voilà. bonne personne et que les gens nous aiment bien, forcément. oui, voilà, voilà. C'est plus une récompense qu'autre chose. Ouais. Alors, Axel de Bourbon-Parme, vos enfants, est-ce qu'ils ont la passion également? Ah, tout à fait. Mais ils font complètement différents. Voilà. J'ai mon fils, parce que j'ai 3 enfants. J'ai un fils qui est designer, qui a fait l'école Strat, et puis qui vient de monter sa société, et puis ça marche bien avec une belle équipe. Ma fille va être avocate en pénal bientôt, là, ça arrive, et ma troisième est en école de commerce. Elle va pouvoir commercialiser les Et vins de champagne. voilà, je la pousse. Voilà. Ah oui, Et puis ce qui est Ouais. bien, c'est qu'elle aime la nature, elle aime la chasse, elle aime tout ça. En Donc, plus. Ouais. voilà, donc elle est un peu épicurienne aussi. Voilà. c'est très bien. Voilà. Bon, les 3, ils y sont, mais après, c'est une fonction de l'éducation. Ouais, Ouais. je leur apporte la nature parce qu'on en a bien besoin. Il y a tellement de belles choses en France à faire découvrir, quoi. Et alors, il y a la passation, quand vous me racontiez, vous m'avez raconté une anecdote, moi, qui m'a beaucoup touché. Vous disiez, parmi les dernières paroles de mon père, c'était « il faut continuer le champagne Oui, ah oui, ça a été un peu dur pour moi. Mais ça reste dans sa tête, là, mon ». Père. Évidemment, ouais. Sur son lit d'hôpital, c'est toujours dur à le dire, et ben, c'est un peu même émouvant, me dit continue le champagne. C'était son testament, en quelque Ouais, sorte. ouais. Ouais. C'était sa passion aussi. Puis il travaillait tellement. Ouais, c'était. Mais pareil, il a fait ça par passion et non pas par Il avait fait profession. l'école Boulle, donc c'était un homme qui était doué des mains. Je me souviens, il y avait une anecdote, il avait créé un chalet lui-même. Oula, Quand même. Un trappeur presque. Parce que lui, il aimait que la nature. Il était mondain un tout petit peu, malgré qu'il avait quand même une histoire de France derrière lui. Et puis, mais voilà, il m'a donné toute cette passion, quoi. Voilà. il est où ce fameux chalet? Il est dans le Massif central. C'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Et c'est vous l'avez toujours ou Ah oui, on l'a toujours. Ben, j'ai tellement d'histoires à raconter que voilà. c'est joli Même ça. cette passion de se promener, d'aller aux champignons, de tomber sur un lieu et puis se dire c'est là où je veux vivre, c'est là où je veux être enterré. Et puis voilà, puis ça, il a toujours été comme ça. Et alors c'est où ce petit coin perdu pour vous, et c'est là où vous ressourcez? Voilà, exactement. J'aime pas trop le dire à la télé et à la radio parce qu'on me pose beaucoup cette question, mais c'est un peu mon. Non, mais la région. Massif central. Massif Voilà, central. à côté pour de vous. l'Aubrac. Voilà, Ah oui, exactement. d'accord. Voilà, Oui, c'est une jolie région. Voilà, c'est une Ouais, région du très plateau vallonnée, d'Aubrac, ouais. exactement. Et c'est une région où il y a les plateaux des 1000 vaches. Ouais. Il y a quand même les gorges du Tarn. Moi, je vais faire un petit peu de pub concernant cette région, mais c'est une région à C'est visiter. magnifique, les gorges du Tarn, c'est ouais, splendide. voilà, exactement. Puis on mange bien à la Ligo. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas trop loin du Bourbonnais. On n'est pas trop loin. Pour un Bourbon, ça va. Bah voilà, Voilà, on est absolument. à 200 km. Voilà. Oui. Non, Voilà. c'est une très belle région. Oui. Et alors du coup, moi je reviens sur votre autre région de cœur qui est la Champagne. Vous retournez du coup souvent en Champagne? Ah oui, c'est une fois par mois. Ah bon, à ce point-là? Ouais. Une Waouh. fois par mois. Moins en ce moment parce qu'il fait froid, puis Oui, tous les évidemment. raisins, tous les vignobles d'or en ce moment. Mhm. Donc je vais voir la vigneronne, puis on discute, comment dire, de comment ça se passe, les cuvées, la floraison, tout. Et voilà, on discute sur les problèmes techniques, parce que pour faire du champagne, il y a quand même une bouteille de champagne, beaucoup de choses à régler sur les matières sèches, sur le verre et tout. Donc ça, j'y vais souvent pour régler ces petits détails, mais je suis plus souvent dans ma boutique du lundi au samedi, quoi. Oui, évidemment. Mais ça Voilà. ne vous empêche pas de garder ce lien avec, Voilà, la terre, Tout à fait. en quelque sorte. Et alors, justement, moi je voulais vous poser une question tout à l'heure, c'était sur le vieillissement. Vous passez en fût de chêne ou Non, cuvée inox. Je veux que vraiment Vinox ouais, pour la fraîcheur? ouais, Voilà, exactement. vous cherchez Cuvée la inox fraîcheur avant tout. thermorégulée, Oui, et ça permet de garder la fraîcheur. oui, c'est ça qui vous... Ouais. Voilà. Donc c'est plus un champagne de quoi alors? De repas, d'apéritif, de quoi? Oh, non, gastronomie. Moi, De gastronomie. oui, parce que c'est en premier cru. Oui, Et puis il a quand même un caractère de dîner. Bon, le brut, premier cru, c'est plutôt un champagne, comment dire, qui va avec tout. La cuvée royale, c'est vraiment un champagne qui est plutôt pour les dîners. Le rosé, ça va avec le saumon, ça va avec les desserts un peu comme les tartes à la rhubarbe. Bon, déjà, il faut le goûter pour comprendre. Et puis c'est déjà pas mal, hein, 4 cuvées. Bon, j'ai d'autres projets derrière, mais déjà, faire ça, c'est quand même beaucoup de travail. vous avez d'autres projets derrière, on peut savoir?
J'en ai déjà fait pas mal, hein. J'ai fait mon Vouvray, à mon nom. Là, je viens de sortir mon Rhum. Ça, c'était une belle Ah, aussi. ça, c'est amusant. Qui vient Ouais. d'où? Alors, qui vient de Martinique, l'île de la Réunion, et puis Trinidad et Tobago, en fût de cognac. Et C'est-à-dire en que fût c'est un de... assemblage? C'est un assemblage, et en fût Ouais. de Meursault premier cru. Et pourquoi le Oh, En volonté? XO, ouais, en Ouais. XO. Et ça, c'était encore une passion que je voulais. J'aime le rhum. Donc, voilà. Et pourquoi cet assemblage? Pour aller chercher un peu, dans les Des meilleurs. parfums particuliers? Exactement. Puis je voulais quelque chose qui soit tendu, qui soit une longueur en bouche et très professionnel. C'est pas des mélasses très caramélisées, c'est plutôt très sec. Et ça, on peut les découvrir aussi Aussi à la votre- boutique. chez vous. Ouais. D'accord. Ouais, je fais beaucoup de choses à la boutique. Oui. Bon, bah écoutez, Je demande qu'aux éditeurs de venir me voir et que Laurent revienne pour que je lui fasse il reviendra redécouvrir. avec un grand plaisir Voilà. et accompagné. Je voudrais c'est que vous nous rappeliez le nom de votre boutique Alors, c'est une boutique qui s'appelle Les Domaines qui montent et qui se qui fait trouve. partie d'une grosse franchise. Et que ça fait déjà 15 ans que je suis là-bas dans l'île. J'étais presque le premier à arriver sur l'île Seguin, les usines Renault. Et je suis au 76 avenue Pierre Le Faucheux. 76 Avenue Pierre Le Faucheux. 76 avenue Pierre Le Faucheux à Boulogne-Billancourt. Voilà. Les domaines domaines qui qui montent. Voilà. Merci Sarah. Je vous en prie. De rien. Voilà. Merci beaucoup Axel de Bourbon-Parme. Le temps est très vite Merci passé. Laurent de m'avoir invité et merci aussi aux éditeurs et aux éditrices de m'avoir écouté. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver donc le 7 mars, nous pour voilà, Tout à fait. boire vos champagnes Et danser surtout. ouais. et danser absolument après avoir bu justement. Ouais, mais je plaisante. danser, c'est tellement un Ouais. plaisir. C'est comme une coupe de champagne, quoi. On a le sourire. Absolument. Donc nous aurons le plaisir de vous retrouver avec le Cercle de France, cercledefrance.fr, donc cette fameuse soirée du 7 mars où nous évoquerons une de vos tantes. Oui, Voilà, la reine Marie-Antoinette et votre oncle, le roi Louis XVI. tout à fait. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup Axel de Bourbon-Parme. beaucoup. Et à vous retrouver, Ouais. Sarah, Ouais. l'adresse Alors, c'est à 60 Boulogne-Billancourt, 76 avenue Pierre Le Faucheux. Avenue Pierre Le Faucheux pour un moment très agréable. N'oubliez pas, chers auditeurs, les vins sont à prix coûtant Tout à fait. quand vous Il n'y a pas déjeunez de droit de sur bouchon. place. Il n'y a pas de droit de On bouchon, mange c'est bien. merveilleux ça. Et absolument, je mange très bien. Voilà. Le gastronome que je suis vous le confirme. Merci beaucoup Axel de de rien. Bourbon-Parme. Merci beaucoup. Merci De votre rien, présence. merci à vous. Voilà. Et alors, nous retrouvons sans transition. Allô, allô? Oui, Oui, alors nous retrouvons notre invité suivant, chers auditeurs. Notre invité suivant est un épicurien aussi. Benoît. Alors on a Oui. perdu Benoît. On ne l'entend non, plus. Je vous Si. ai pas perdu, je vous écoute. Bonjour à tous. Ah bon, bonsoir Benoît Bonsoir, Souliès. Alors Benoît Souliès, vous êtes viticulteur à Fronsac et j'ai voulu vous recevoir ce soir. Alors Axel, vous pouvez rester avec nous si Ah vous bon voulez, ou Je comme vous change de voulez. place. Quand vous, non, non, vous restez. À ce moment-là, c'est par téléphone et vous pouvez nous suivre avec les écouteurs. Très bien. Benoît Souliès, vous êtes donc viticulteur à Fronsac et vous êtes propriétaire du château Labrande. C'est exact. Voilà. Et alors, Benoît Souliès, en ce moment, vous êtes sous l'eau. Et vous allez nous parler de cette aventure. Vous avez trouvé un moyen tout à fait. Alors, vous travaillez en plus en biodynamie. Vous produisez un vin que j'ai eu la chance de goûter et d'apprécier beaucoup, avec un B majuscule. Des vins, plus exactement. Puisque vous avez une particularité d'ailleurs, c'est de sortir des monocépages. Pour un Bordelais, vous gardez le Merlot avec le Merlot. Voilà, vous ne faites pas d'assemblage, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, moi, ma spécialité, depuis que maintenant, un peu plus d'une dizaine d'années, c'est de faire des monocépages. Donc, j'ai commencé par faire des 100% Merlot. Et après, j'ai continué et je fais aussi des 100% Cabernet Franc. Voilà. Alors, on devine bien à l'accent que Benoît est du Sud-Ouest. Et c'est un pur produit du Sud-Ouest, puisque Benoît, vous avez commencé en pratiquant un sport bien connu du Sud-Ouest, qui est le... Rugby. Voilà, Ouais, il doit être content en ce moment. absolument. Oui, en ce moment, oui. Ah oui, c'est Ah bah oui, ouais, c'est très bien, c'est très bien. oui, On a une très belle équipe de France. Voilà. ouais.
Et alors, mon cher Benoît, moi, ce que j'admire, c'est votre force de caractère. Parce que vous traversez des difficultés doubles. D'abord parce que, on le sait, le vin de Bordeaux, en ce moment, c'est la crise. En plus, il a les pieds dans l'eau, donc ce qui n'arrange pas. Mais c'est un homme de caractère. Et je vais vous le prouver. Cet homme de caractère, un jour, a décidé de traverser l'Atlantique à la rame. Incroyable. Ouais. Et il l'a fait. Ouais. Et il l'a fait. Bon, il s'est préparé tout seul. Il a décidé ça tout seul. Il n'a pas été spécialement aidé, c'est le moins qu'on puisse dire, Benoît. Et il l'a fait. Et il l'a fait en solitaire. Ouais, il a construit son bateau en plus. Voilà. Ben, je vous laisse raconter cette histoire qui est complètement folle. Donc, en fait, je cherchais quelque chose à faire qui sorte un peu de l'ordinaire. Et je me suis rendu à Paris au salon nautique et il y avait une personne qui montrait une course pour traverser l'Atlantique à la rame. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est qu'en fait, on pouvait aussi, si on le voulait, fabriquer son bateau. Donc, ça m'a complètement emballé parce que du coup, je me suis dit, c'est un projet que tu fais de A à Z, quoi. Donc, je vais fabriquer mon bateau et pouvoir traverser avec mon bateau. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a duré un an, un peu plus d'un an et demi, la construction du bateau, la préparation. Et puis après, je suis parti de Dakar et je suis arrivé à Cayenne, en Guyane française, 4700 km plus loin. 700. Et j'ai mis 41 jours. 4700. Combien de 45 jours pour faire 41. Combien de kilomètres? 4700. 4700 kilomètres. Ouais. Et la nuit, vous n'aviez pas peur parce que vous n'étiez pas aidé, il n'y avait personne? Vous n'aviez pas eu peur? Non, en fait, je faisais le cycle de sommeil de l'être humain, c'est 2 heures. Et je dormais 1h30. Et après, pendant une demi-heure, je me réveillais. Je recalais mon bateau pour qu'il aille dans la bonne direction. Généralement, ça allait correctement. Et puis après, quand arrivait le temps des 2 heures, je me recouchais, je redormais. J'étais programmé pour ça. J'avais des docteurs qui me suivaient, avec qui on avait fait une préparation spécifique avant. Et on avait programmé pour pouvoir dormir comme ça. Alors, oui, pardon. Oui. Pardon, Benoît. Je vous écoute, Laurent. Alors, j'ai à côté de moi, comme invité, nous avons ce soir le prince Axel de Bourbon-Parme qui est à nos côtés et qui a une question pour vous, mon cher Benoît. Oui, je veux savoir comment vous mangez là-bas. Parce que ça, pour faire tout ça, ça se prépare. Et 45 jours en plus. Bah oui. Alors, avec l'équipe des docteurs qui me suivaient, il y avait bien sûr une nutritionniste, tout ça. On avait regardé, il me fallait 7400 kilocalories par jour pour pouvoir ramer. être normal. Oui, pour avoir les forces. Et en fait, j'avais fait des poches avec le repas du matin, le repas du midi, la collation et le repas du soir. Et j'avais préparé donc des plats lyophilisés, mais pas que. J'avais aussi mis des produits traditionnels sous vide que j'avais amenés. Je sais que j'avais pris du saucisson. J'allais dire. Et j'en suis sûr, un coup de fronsac pour finir. et donc je me suis pris comme ça des petits plaisirs que je me suis pris, du fromage. Alors j'avais pas pris de camembert parce que c'est trop mou. Mais j'avais pris des fromages à pâte dure, et j'avais pris du salaire, parce que j'adore le fromage. et donc voilà. Et puis bien sûr, étant du sud-ouest, je m'étais pris pour 2 repas du cassoulet fait maison. Voilà. Et bien sûr un peu de foie gras aussi. Bon voilà, c'était des petits plaisirs qu'il fallait parce que j'adore. Dans cette traversée, il fallait aussi avoir du plaisir, pas toujours, et bien sûr, on va dire, de
de l'effort et de la galère. J'apprécie beaucoup et je sais que le prince Axel de Bourbon-Parme qui est à côté de moi, qui est un épicurien aussi, voilà, ça fait rêver. Et alors justement, ces bons petits plats, le foie gras, etc., le cassoulet, tout ça, c'était consommé dans les premiers jours ou vous avez réussi à étaler ça? Ah non, justement, j'ai essayé d'être très résistant parce que je me suis dit, si je mange tout le premier jour, quand je suis parti, je savais pas combien de temps j'allais mettre. Et oui, absolument. Donc moi, dans ma tête, j'étais parti pour à peu près 80 jours, quoi. Ah oui, quand même. Presque le double. Ah oui, donc finalement, il avait assez de nourriture. Oui. Et par rapport au temps, en réserve, j'avais 80 jours de nourriture sur le bateau. Donc j'avais largement de quoi subvenir à mes besoins. Mais alors les 10 premiers jours, j'ai été, on va dire, sage. J'ai pas trop tapé dans ce qui était bon. Mais après, je me suis un petit peu lâché. Au début, c'était tous les dimanches, et puis après, c'est revenu tous les 3 jours, quoi. Et puis à la fin, je prenais que ce qui me faisait plaisir. J'étais plus gourmand. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de ne pas pouvoir manger une ration complète parce que j'y arrivais pas, parce qu'il y avait vraiment trop à manger. Et j'ai perdu 17 kilos sur la traversée quand même. Hein. Ah oui, quand même, oui, évidemment. Quand même. Moi, j'avais une question, c'est concernant le temps, parce que bon, dans l'Atlantique, il y a quand même des sacrées tempêtes, et il faut quand même avoir quand même un bateau qui tient la route, quoi. Alors, le bateau, il pouvait se retourner, voilà. Et si vous n'avez pas les hublots ouverts, logiquement, il ne coule pas. C'était un cocon, quoi, un insubmersible. Et ensuite, j'ai pris du gros temps. La première semaine, j'ai été très secoué. J'ai eu une petite tempête et il y avait des creux assez hauts, entre, on va dire, 7-8 mètres de haut. Et je me suis enfermé dans mon bateau parce qu'en fait, je me suis dit, ça devient un petit peu dangereux. Et du coup, je m'étais mis l'ordinateur et puis je regardais des films parce que quand je ne dormais pas, au moins, je me passais le temps. Et j'ai fait un tonneau. En fait, le bateau, il a roulé les boulets sur lui-même. Il avec une vague déferlante et c'était assez impressionnant. Mais voilà, il n'y a pas eu de casse, rien de spécial sur le bateau. Et vous l'avez retourné comment? Je suis resté. Il s'auto remet sur le bon côté. Et si jamais il restait dans le mauvais sens, on avait une sorte d'airbag qu'on gonflait de l'intérieur avec une pompe pour qu'il se remette droit. Voilà. Ouais. Et avec les bateaux qui passent, ou avec même les containers qui tombent de bateaux, etc., il paraît qu'ils sont parfois à la dérive, ou même les baleines ou autres, vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai vu que 2 bateaux sur la traversée, 2 cargos. Ouais. Et qui vous ont vu? On n'est pas sur une route, on va dire, fréquentée. Fréquentée par les paquebots. Ouais. Et ensuite, si j'ai bien vu quelques petites baleines, des dauphins, une tortue, d'autres petits poissons. Mais vous savez, on n'avance pas vite à la rame. On avance à 2 nœuds et demi. Grand maximum 3 quand il y a un petit peu plus de courant. Donc les animaux, ils ne s'amusent pas avec vous. Si ça ne va pas assez vite, ils s'en vont, quoi. Il reste 1 minute, maximum 2 minutes, et puis ils partent. Ouais. Alors bon, c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un de vivant autour de soi. Mais voilà, c'est très, très court et c'est pas tout le temps. Moi, je sais même quand même assez rare de voir des animaux, quand même. Ouais. Et alors, du coup, vous vous êtes lancé dans cette reprise de propriété à Fronsac longtemps après ou peu de temps après? Donc, la traversée était en 2012 et j'ai repris la propriété en 2016. Ah oui, d'accord, quelques années après. J'ai passé 3 ans et demi en Guyane. Donc, du coup, quand je suis arrivé en Guyane, j'ai passé 3 ans et demi là-bas. Ça va pour... Et la propriété, excusez-moi, la propriété venait de la famille ou vous avez racheté ça? Pas du tout. J'ai racheté la propriété à une très vieille famille française qui était
c'était de la même famille depuis 1730. Oh Oui. là! Parce que c'est le plus Ah, quand vieux même. vignoble de France, quand même, à Fronsac. C'est Oui, pas- c'est un vignoble, Oui, moi, oui, tout à fait, tout à fait. c'est un vignoble que je trouve Et donc, absolument ça, Et magnifique. peu connu. Parce Et qu'on qui, a... est, et qui est peu connu alors qu'il était bien plus connu et bien plus coté que les vins de Saint-Émilion. Tout à fait. Et tout vraiment, à s'il fait, y a tout une à fait. appellation à retrouver, à redécouvrir, et financièrement qui est tout à fait intéressante pour la qualité des vins qu'elle produit, c'est bien la région de Fronsac et le Château Labrande, pardon, est vraiment une très belle réussite. Ce que vous faites est vraiment très bien fait. Et alors, vous avez une particularité, c'est que vous avez même essayé de faire des vins en amphore. Vous avez été parmi les premiers. Oui, en 2017, j'ai acheté 2 amphores pour essayer de faire, puisque en fait j'étais, on va dire entre guillemets, un novice dans le métier. Alors, malgré que j'avais réussi à garder l'ancien propriétaire avec moi pendant un an pour qu'il me transmette tout ce qu'il savait faire. C'était un ancien et moi j'aime apprendre de mes aïeux parce que je pense que il faut pas oublier ce qui s'est fait et c'est comme ça qu'on avance le mieux. Et donc, comme il est resté avec moi pendant un an et demi, il m'a transmis son savoir et du coup, je me suis dit, si je dois tester des choses, je vais les tester aussi avec lui. Comme ça, il m'aiguillera sur... moi, j'avais des idées nouvelles et lui, il m'a aiguillé pour me dire, mais ça, attention, il ne faut peut-être pas faire comme ça ou comme ça. Et du coup, j'ai essayé de faire du vin en amphore et ça a bien marché puisqu'aujourd'hui, je commercialise du vin qui est en amphore. Et je connais même un de vos voisins pas trop loin qui a cherché à vous copier, qui n'est autre que mon cousin Germain. Voilà, et parce qu'il a trouvé que ce que vous faisiez était très bien. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir votre vignoble. Et maintenant, et voilà, ils produisent en partie également en amphore et ça, c'est également très apprécié. Ça fait des vins, je trouve, plus techniques, je dirais, au niveau gustatif. Je ne sais pas comment C'est vous arrivez à minéral par dépeindre. rapport à... Plus minéral, oui. Ouais, puis Ouais, Voilà, plus rond. voilà, ouais. Puis rond, moi, je dirais plutôt. Plutôt rond? Non. Oui. Comment vous définiriez-vous les choses, Benoît Souliès? Non, pour moi, l'amphore va amener de la minéralité, va tendre le vin. Donc, je trouve que... Alors, le vin en amphore, proprement dit, il est très, très vif. Et ce qui est intéressant, c'est de temps en temps mélanger le vin qui est fait en amphore avec éventuellement des vins en cuve ou en barrique pour retendre le vin, lui redonner de la vivacité. Intéressant. Et ce qu'on peut retrouver justement dans vos différents vins du château Labrande. Tout à fait. Alors, Benoît Souliès, j'annonçais cela au tout début, vous avez les pieds dans l'eau, mais il n'y a pas que vous qui avez des pieds dans l'eau, puisque vous utilisez comme désherbant, dites-nous. Et donc, j'ai un paquet de copains et de copines qui m'aident. En fait, ça fait un petit moment maintenant, j'ai mis dans mes vignes des poules et des moutons. Donc, ma propriété, devant, j'ai mis les moutons et derrière, j'ai mis les poules. Mais les Je vais poules pas avec les pâturer. renards, c'est pas bon. Et Oui, mais je mets des filets électriques. Et donc, je ne m'en fais pas trop manger, ça va. Et puis après, il faut accepter aussi qu'on ne peut pas être parfait et qu'il y en a qui se servent, qui mangent de temps en temps. Voilà. Le renard fait partie de la vie de l'agriculteur. ouais. C'est vrai. Et donc voilà, donc le fait de mettre des poules et devant des moutons, c'est un atout qui devient au fur et à mesure de changements climatiques importants parce que, mettons là en ce moment, avec la pluie qui est tombée et les sols qui sont vraiment impraticables, on rentre dans la vigne avec les bottes, on s'enfonce jusqu'aux chevilles, quoi, on est dans la boue, c'est catastrophique. Et on ne peut rien faire, on ne peut pas rentrer avec un tracteur, c'est pas praticable. Donc l'avantage avec les moutons, c'est que, alors oui, c'est vrai, ils vont aussi s'enfoncer un petit peu, les pattes. Bon, il faut bien sûr les surveiller, qu'ils n'attrapent pas qu'ils n'aient pas des boiteries ou qu'ils n'attrapent pas des maladies, parce que sinon, ça ne va pas aller. Mais grâce aux moutons, en fait, mes parcelles, donc l'hiver, après les vendanges
à mi-mars à peu près, vont être entretenus par les moutons d'un côté et par les poules de l'autre. Et combien de Et poules? de ce fait, je vais gagner, on va dire, un mois de travail sur le début de la saison. Et alors, le prince Donc, Axel de Bourbon-Parme avait une question, justement. Combien, pardon? Combien Oui. avez-vous de poules qui se promènent dans votre vignoble? Alors, j'ai 150 poules. Ah oui, quand même. Ah, mais quand même. Au moins, vous avez des œufs avec tout ça. Ah, donc c'est c'est clair. pratique. Ah oui, non, mais moi aussi, j'ai des œufs, je produis des œufs. J'ai des clients qui viennent m'acheter des œufs à la propriété, ils sont très C'est contents. génial. Une pierre de coups. C'est super intelligent. Et puis après, quand vous voyez, ce soir, eh bien, je me suis cassé 3 œufs, un peu de lait, j'ai fait... Vous êtes un agriculteur aussi, hein, donc. Eh ouais, C'est vrai. Double Oui. casquette. Bah oui. c'est extraordinaire. Et puis, les poules font des œufs, j'ai quelques coques, ça fait des petits poussins. Ah, c'est Et mignon. puis, le C'est dimanche, génial. on se fait un petit poulet grillé. Et puis voilà. Oh, c'est fabuleux, ça. Ça, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est la bonne vie. Bon, il y a trop longtemps, Benoît, que je ne vous ai vu. Mais mis l'eau à la bouche, en plus. Et le vin aussi. Et le vin à la bouche, ça, j'aimerais bien aussi. Et le vin, voilà. Je rappelle Château Labrande. Franchement, c'est un délice, chers auditeurs. Alors, vous pouvez nous rappeler les cuvées que vous faites? Alors, je fais 2 cuvées qui sont vieillies en cuve, qui sont des monocépages, c'est un 100% Merlot et un 100% Cabernet Franc. Pareil, 2 cuvées après vieillies en fût de chêne, en 100% Merlot et l'autre en 100% Cabernet Franc. Et une cuvée qui est en amphore. Et voilà, donc ça fait 3 cuvées. Je fais aussi du crément, puisqu'à Bordeaux, on sait aussi faire du crément, qui marche très bien et dont les clients sont très contents. Alors, je rappelle le nom de votre propriété, Château Labrande, à Fronsac. Voilà, Château Labrande. À Fronsac. Oui. Alors, Benoît Souliès, vous avez oublié de nous dire, c'est qu'un petit détail quand même important, c'est que, d'accord, il a les poules, il a le poulailler, mais le poulailler, il se déplace. Il a créé un poulailler un poulailler qui se déplace. C'est extraordinaire, ça. J'ai créé un poulailler mobile, donc j'étais le premier à faire ça. Et je me suis construit un poulailler mobile avec des roues et que je déplace au fur et à mesure de ma parcelle. Tu as été copié depuis, mais c'était le premier à faire ça. Ouais. Ouais. Génial. Et que vous déplacez tout maintenant, il y en a qui ont industrialisé ça. Ils ont fait autre chose à leur grandeur. Ouais. Moi, je suis qu'un petit vigneron. Je l'ai fait en fonction de ma surface. Voilà, Et vous avez combien d'hectares? J'avais 15 hectares de vignes et je n'ai plus que 10 hectares de vignes puisque j'ai arraché 5 hectares l'été dernier parce que, en fait, si ça ne sert à rien de produire trop de vin si on n'arrive pas à l'écouler. Donc c'est pour ça que je me suis recentralisé un petit peu plus là sur les moutons, puisque en fait mes moutons sont une race qui était en voie de disparition. C'est des Southdown, c'est anglais. Et il n'y a que 13 éleveurs en France et 700 bêtes en France. Vous voyez? C'est si peu. Je ne connaissais pas cette... Je ne savais pas qu'il y en avait si peu. J'étais ce week-end, j'étais dimanche au Salon d'agriculture. Pas loin de chez vous, puisque dimanche, j'étais à Paris, au Salon de l'agriculture, où j'ai amené une petite agnelle et un bélier au concours. Voilà. Et qui sont revenus avec des médailles? Alors, je suis novice, entre guillemets. Oui, vous êtes novice là-dedans, oui, évidemment. Là-dedans, ça fait que maintenant 4 ans que je fais du mouton. Et là, en face de moi, j'avais des vrais professionnels qui élèvent des moutons pour le concours. C'est des bêtes à oui, concours. d'accord, oui, évidemment. Moi c'est des animaux de champ. Oui, voilà. Pas dire. Mais bon, j'ai ramené une belle plaque de participation. Oui, quand même. Je suis très fier, je suis très content. Ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, de discuter aussi pour savoir la filière viande, comment elle était exploitée, pour réfléchir après à faire quelque chose pour la filière ovine. Voilà. Oui. Donc, c'est intéressant, très intéressant. C'est d'autres activités agricoles, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir se diversifier, parce que le vin, ça ne marche pas. Il faut être... se réinventer. Comme faisaient les anciens, c'était de la polyculture.
il faut qu'on revienne à la polyculture. Et c'est ce que vous Quand faites. il y a quelque chose qui ne va pas, Ouais, il y a l'autre truc qui va mieux, et puis voilà, C'est il très faut intelligent. savoir rebondir. la polyculture, très très intelligent. Benoît Souliès, donc quelle est votre race de mouton? Des Southdown, Southdown en français, ils disent. Les Français disent Southdown, mais ça s'écrit Southdown. Je connais, voilà. Et quelle tête ils ont? Oh, ils sont très laineux, ils ont une belle tête, ils ont de la laine partout sur le visage. C'est une race oui. qui a pas mal de laine. Ouais, c'est très joli. C'est très beau. Et puis, ça a une viande qui est très fine. C'est ce qui est intéressant. Et vous vendez la viande? Et, Je sais pas. mais je vais me mettre à vendre la viande, oui, bien sûr. En vente directement, quoi. Pour Oui, en imiter direct, ouais. les intermédiaires. Ouais. Et oui, il fait de Voilà, la qualité voilà. en plus, donc Ouais, il a voilà, intérêt c'est ça. à. Voilà, ouais. Et alors, Benoît Souliès, les 5 hectares donc, qui ont été arrachés, ils sont remplacés par quoi? Alors, les 5 hectares, il y en a déjà un qui a été replanté. J'ai replanté des oliviers. Ah ben oui, ça c'est oui. Carrément. Ça, c'est très Voilà, bien. c'est ce qu'a fait également une autre personne que vous connaissez Voilà. bien, qui vous copie décidément. Qui a fait le premier des oliviers? Qui a planté le premier des oliviers? Benoît? C'est lui. Ah, c'est lui, d'accord. Moi, Cette fois-ci, c'est lui. Je voulais le faire, mais D'accord. j'avais pas les moyens, donc j'ai attendu. D'accord. Et le reste? Et après, je vais faire une petite partie en chêne truffier. Ah oui. Ah oui. Ah bah c'est intelligent ça. Ouais, ça, c'est une omelette J'ai aux vu truffes. qu'ils ont. ouais. Ah bah voilà. L'omelette aux truffes. Bah oui, parce Axel. qu'on est tous des épicuriens à Prince table. de Donc, Bourbon a raison. Voilà, exactement. Une omelette aux truffes après. Non mais c'est génial. Avec un petit champagne pour commencer. voilà, ouais. Hein, on prolonge après avec un Fronsac. Ah, c'est Et très ben le bien. bonheur, il est dans le Voilà, pré. et puis après, Voilà. une petite épaule d'agneau, et voilà, tout Eh va ben, bien. pourquoi petite l'épaule Avec de l'ail d'agneau? confit. Le bonheur est là. Ouais. Ah oui, des fois, il ne faut pas aller trop loin. Oui, absolument. Donc, je voudrais rappeler, avant de nous quitter, chers auditeurs, trois adresses ce soir. La première, donc, c'est la soirée dont nous avons parlé, où on en aura le plaisir de retrouver le champagne de Son Altesse Royale, le Prince Axel de Bourbon-Parme, avec le champagne Axel de Bourbon-Parme, la soirée du Cercle de France, cercledefrance.fr. Vous avez également donc le champagne que vous pouvez retrouver à Boulogne-Billancourt, Au domaine qui monte. au domaine qui Au monte, 76 avenue Pierre de Faucheux. 76 avenue Pierre Le Faucheux. Vous retrouvez très facilement les informations sur Internet. Et puis, nous terminons avec Benoît Souliès, qui est donc propriétaire viticole à Fronsac, avec une propriété que je vous recommande également, pareil, de très belle qualité, qui est le Château Labrande. Voilà, donc entre ce champagne premier cru et le Château Labrande à Fronsac, voilà deux belles adresses que je vous invite vivement à découvrir, chers auditeurs. Merci beaucoup Merci beaucoup. Merci. à la technique. Merci Merci. Sarah. Merci Laurent. Merci à vous. Voilà, et puis on peut peut-être terminer avec une petite valse. Voilà, que l'on pourra retrouver également au Cercle de France. Merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs.